Dans cette vidéo, nous allons voir le premier principe appliqué à un fluide en écoulement. Alors la problématique est la suivante. Nous on a déjà vu le premier principe appliqué à des systèmes qu'on dirait statiques, c'est-à-dire sans mouvement, qui s'écrit delta U égale le travail reçu plus la chaleur reçue. Dans la plupart des machines thermiques qu'on va étudier et qu'on a déjà rencontrées, les fluides sont en mouvement, ils sont dans un écoulement. Si on prend par exemple le réfrigérateur, on a une conduite dans laquelle le fluide s'écoule. Le fait qu'il y ait un mouvement va nous amener à modifier légèrement le premier principe pour qu'il soit applicable de manière un petit peu plus simple. Alors voilà une schématisation de ce qu'on va rencontrer. Donc on imagine qu'on a une conduite dans laquelle un fluide s'écoule, ça peut être un liquide ou un gaz, et ce fluide il va passer dans ce qu'on va appeler une partie active, c'est-à-dire un endroit dans lequel il peut recevoir du travail qu'on va noter WU pour travail utile d'une partie active, c'est-à-dire que ça peut être une hélice, ça peut être un compresseur, ça peut être quelque chose qui va être en mouvement et donner vraiment du travail. C'est quelque chose qu'en fait n'est pas les travails de force de pression. Il peut recevoir de la chaleur Q de l'extérieur. Il va sortir de cette partie active et il va s'évacuer dans une conduite de sortie. On va faire les hypothèses suivantes pour mettre en place cette nouvelle expression du premier principe. Premièrement, on va se placer en régime stationnaire, c'est-à-dire qu'on va considérer que les grandeurs physiques qui décrivent l'état du fluide avant la partie active et après la partie active sont indépendantes du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la machine thermique est en route depuis un moment suffisamment long pour que les grandeurs thermodynamiques se soient stabilisées en un point de la conduite. En amont de la conduite, on notera la pression PE comme pression d'entrée, et on considérera qu'elle est uniforme ici. Et en aval de la conduite, on notera PS, la pression, pour pression de sortie. Et on considérera également qu'elle est uniforme dans toute cette conduite-là. Lorsqu'il passe dans la partie active, donc dans la zone qui est représentée ici, on dira que le fluide reçoit un travail massique WU, donc qui correspond à tous les travaux sauf le travail des forces de pression, et il reçoit éventuellement une chaleur massique Q. Donc vous voyez, on va travailler avec des grandeurs massiques. Alors, on va essayer maintenant de mettre en place ce premier principe. Et ici, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir de manière très rigoureuse le système qu'on va étudier. Le premier principe tel qu'on l'a rencontré dans le chapitre sur le premier principe, il s'applique à un système qui est fermé, c'est-à-dire à un système dont la quantité de matière est constante, pas d'échange de matière. Donc pour appliquer le premier principe, il va nous falloir définir un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Donc vous voyez que par exemple, si je prends comme système ce qui est en gris clair ici, le volume en gris clair ici, ce système n'est pas un système fermé parce que pendant une certaine durée, il va recevoir de la quantité de matière qui arrive dans la conduite en amont et il va perdre de la quantité de matière dans la conduite qui est en aval. Donc je ne pourrais pas appliquer le premier principe. Alors l'astuce est la suivante, on va considérer un système qui va être celui-là, donc toute la quantité de matière qui est contenue dans ce que je dessine en rouge, à un certain instant, et à un instant plus tard, ce système, il va se retrouver ici. Il s'est un petit peu déplacé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ce petit volume ici que j'ai noté sigma E, il a un petit peu avancé, donc il serait quelque part par là, par exemple. Et puis le volume qui était en train de sortir ici, il s'est un petit peu déplacé vers la droite. Donc par exemple, sigma S, avant, il aurait été ici, par exemple. Donc on va suivre l'évolution du système qu'on a choisi au cours du temps. Alors si on regarde bien ce qu'on a sur les schémas, je vais effacer ce que je viens de dessiner. On va découper le système que j'ai dessiné en rouge en deux. On va le découper à l'instant T1 en sigma E qui est ici et sigma C qui est là. Et alors pourquoi je l'ai appelé sigma C? Parce que ce système à l'instant T1 et à l'instant T2, c'est exactement le même. Donc je l'appelle sigma C pour sigma commun si vous voulez. Okay,
Donc ce qui différencie notre système en rouge entre l'instant T1 et l'instant T2, eh bien c'est juste ce petit volume qui est ici, qui s'est transformé, si on peut dire, en ce petit volume qui est là. Alors si j'applique le premier principe au système que j'ai dessiné en rouge, je vais avoir sa variation d'énergie interne qui est égale au travail W qu'il reçoit plus à la chaleur qu'il reçoit. Très bien. Alors, on va commencer par calculer la variation d'énergie interne. L'énergie interne à l'instant T1, eh bien comme l'énergie interne est une quantité qui est extensive, c'est l'énergie interne du sigma C plus l'énergie interne de sigma E. Donc je vais appeler ça U sigma C plus U indice E. De la même manière, l'énergie interne de mon système à l'instant T2, c'est l'énergie interne de sigma C plus l'énergie interne de sigma S. Ce que je vais noter, U de sigma C plus U indice S. Comme on a fait l'hypothèse qu'on était en régime stationnaire et donc que toutes les quantités thermodynamiques étaient constantes dans le temps, eh bien l'énergie interne de sigma C à l'instant T1, c'est la même chose que l'énergie interne de sigma C à l'instant T2. Et donc quand je vais calculer la variation d'énergie interne, delta U, qui va être la différence de U à T2 moins U à T1, vous pouvez voir que les termes de sigma C ici vont s'annuler. Et ça va me donner US moins UE. C'est la première chose. Maintenant, je vais m'intéresser au terme de travail. Ce terme de travail, je vais le séparer en deux. Je vais le séparer en un terme qui est le travail des forces de pression, qu'on va calculer, plus un second terme qui est le terme dû aux différentes parties actives, c'est-à-dire aux autres choses que les forces de pression qui donnent du travail à mon gaz. Le terme WU, il va changer d'un problème à l'autre, donc je ne peux pas le calculer. Donc moi, je vais m'intéresser au terme en WP. Alors ici, ça va être difficile pour moi d'utiliser la relation intégrale de moins PdV qu'on utilisait jusqu'à maintenant, parce que le système est un petit peu différent. Si je regarde un petit peu ce qui se passe, eh bien, je n'ai pas la même pression qui s'exerce au niveau de la partie en amont ici, et au niveau de la partie en aval. Et donc, je vais devoir revenir à un calcul des forces de pression tel qu'on l'avait fait en mécanique. Donc, le travail des forces de pression, je vais écrire que c'est un premier terme qui est dû à la pression qu'exerce le fluide qui est dans la conduite en amont, c'est-à-dire ce fluide-là sur la petite surface qui est en entrée, plus un terme qui est dû aux forces de pression qui s'exercent du fluide qui est en aval sur mon système, c'est-à-dire ce fluide-là qui va exercer une force de pression sur cette petite surface-là. Le fluide qui est en amont, il va avoir tendance à pousser mon système, c'est-à-dire à le faire avancer, donc à lui donner du travail, tandis que le fluide qui est en aval ici va avoir tendance à résister à l'avancée du système, et donc il va exercer, il va donner un travail négatif à mon gaz. Si je reviens à la définition du travail d'une force, ça va être le produit de la force par le déplacement du système qui m'intéresse. La force de pression en amont, ce sera la pression du fluide en amont, que je vais noter PE, la pression du fluide ici, multipliée par la section de la conduite, je vais la noter SE, donc ça c'est la force, et de l'instant T1 à l'instant T2, la surface sur laquelle s'exerce cette force s'est déplacée de cette distance-là, que je peux noter LE. Donc le travail de la force de pression, ce sera PE, SE, LE. Comme la force s'exerce vers la droite et que la surface se déplace dans le même sens, on a quelque chose de positif. Au niveau de la pression, du travail des forces de pression en aval, la force de pression qui va s'exercer sur cette surface, ça va être la pression en aval, PS, multipliée par la section du tube en aval, c'est-à-dire S indice S, et je vais multiplier cette force
par le déplacement de la surface sur laquelle s'exerce la force entre l'instant T1 et l'instant T2. Et si je note cette longueur-là, LS, ça me donnera LS. Alors attention, cette fois la force de pression, elle s'exerce vers la gauche, hein, c'est la force du fluide qui est ici sur la surface. Et comme cette force de pression est opposée au mouvement de la petite surface, je vais devoir la compter négativement. Si je regarde dans mes expressions, ici j'ai le produit SE par LE. Or la section multipliée par la longueur LE ici, eh bien c'est rien d'autre que le volume du système sigma E, que j'ai noté VE. Donc j'obtiens ici PE VE. Et de la même manière, le produit de la section du tube en aval SS par la longueur LS, c'est le volume du système sigma S. Donc j'obtiendrai moins PS sigma S. La chaleur reçue par le fluide, c'est comme pour le travail utile, ça va dépendre des problèmes qu'on étudie. Et donc si on remplace, on obtient donc la variation d'énergie interne sera US moins UE. Ce sera égal au travail des forces de pression, c'est-à-dire PE VE moins PS VS. Excusez-moi, je me suis trompé ici. Plus le travail utile, plus la chaleur reçue. Quand je vais passer ce terme-là de l'autre côté, je vais obtenir moins UE moins PEVE. Or, U plus PV, c'est l'enthalpie. De la même manière, lorsque je vais passer ce terme-là de l'autre côté, je vais obtenir US plus PSVS. Or, ce terme-là, c'est également l'enthalpie. J'obtiens donc que l'enthalpie du système en sortie moins l'enthalpie du système en entrée est égale au travail utile plus à la chaleur reçue. Alors en réalité, la forme qu'on donne au premier principe lorsqu'on a un fluide en écoulement est un petit peu plus compliquée que celle que je viens de vous présenter. Effectivement, ici j'ai appliqué le premier principe sous la forme delta U égale W plus Q. D'une manière un petit peu plus générale, on a vu qu'on ne marquait pas ici delta U, mais on notait delta E, la variation d'énergie mécanique de notre système. Dans le cas où on a un système qui a une énergie cinétique qui varie, le même raisonnement que celui qu'on vient de mener va nous faire apparaître un terme de variation d'énergie cinétique. De la même manière, dans le terme de variation d'énergie mécanique, je peux avoir une variation d'énergie potentielle qui s'applique sur mon système. Donc le premier principe pour un fluide en écoulement s'écrira de la manière la plus générale possible: variation d'énergie cinétique plus variation d'énergie potentielle plus variation d'énergie plus variation d'enthalpie égale travail utile plus chaleur reçue par le fluide. Notez une chose, ici j'ai écrit toutes les quantités avec une minuscule, tout simplement parce que j'ai divisé l'expression précédente par la masse. En effet, dans un système comme une machine thermique avec un fluide en écoulement, on ne connaît pas forcément la masse qui est en écoulement dans le système, donc on va travailler systématiquement pour 1 kg de fluide, pour une unité de masse. Donc on préférera travailler avec des grandeurs qui sont massiques. Donc j'attire votre attention sur une chose, et j'insiste là-dessus. Le travail qui est ici, c'est le travail utile. Le travail des forces de pression, en fait, est déjà caché à l'intérieur de l'enthalpie. Petite remarque, la démonstration que je viens de faire et le résultat, c'est-à-dire cette expression-là, n'est pas à connaître cette année. Elle vous sera rappelée dans les énoncés que vous rencontrerez. Et vous verrez qu'en fait, l'an prochain, vous allez revenir sur la méthode qu'on a utilisée ici pour faire ce petit calcul. Alors je vous propose de terminer cette vidéo avec un petit exemple d'application de ce premier principe sous une forme d'écoulement en étudiant un détendeur qui fonctionne sur la méthode de la détente de Joule-Kelvin ou de Joule-Thomson. Okay. Kelvin et Thomson, c'est la même personne, donc on dit l'un ou l'autre.
Alors la problématique est la suivante. J'ai une conduite ici qui est considérée comme adiabatique, donc j'ai dessiné des doubles parois, avec un fluide qui arrive sous une pression PE. Et ce fluide il va traverser un étranglement, c'est-à-dire que la section de la conduite va diminuer de manière importante. Et à l'intérieur de cet étranglement, les effets de viscosité du fluide vont se faire ressentir, ça va avoir tendance à dissiper de l'énergie. Et ce qu'on va observer, c'est qu'on a une chute de pression entre l'entrée de l'étranglement et la sortie. Donc en sortie de ce tube, on va avoir un fluide à une pression PS. Je vais appliquer le premier principe pour le fluide en écoulement sur ce dispositif, sachant qu'ici, on peut le voir, il n'y a aucune partie active, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie mobile qui donne du travail à mon fluide. Tout est fixe ici, les parois qui sont ici, qui provoquent l'étranglement, sont des parois fixes. Donc j'ai un travail utile des forces qui va être égal à 0. Si j'applique le premier principe, je vais avoir une variation d'énergie cinétique massique plus une variation d'énergie potentielle massique plus une variation d'enthalpie qui va être égale à WU plus Q. Comme je viens de le dire, ici il n'y a aucune partie active ou mobile, donc on n'a pas de travail reçu. Au niveau de la chaleur reçue, comme la conduite est adiabatique, on n'a pas non plus de chaleur reçue. Dans les faits, sur cet élément, la variation d'énergie cinétique du fluide est vraiment négligeable, elle est quasiment nulle. Donc ici, on n'aura pas de variation d'énergie cinétique. Et au niveau de l'énergie potentielle, ce terme-là, en fait, c'est essentiellement l'énergie potentielle de pesanteur. Comme on a une variation d'altitude qui est nulle ou très très faible, on va également pouvoir considérer qu'il est nul. Et donc, la détente de Joule Kelvin est une détente pour laquelle la variation d'enthalpie est nulle. On dit donc que la détente de Joule Kelvin, ou que la détente de Joule Thomson, est une détente isenthalpique et adiabatique. Alors je vous propose de mettre en application ceci sur un petit exercice qui va étudier le détendeur d'une bouteille de plongée. Donc une bouteille de plongée, c'est un dispositif qui contient de l'air sous une pression importante. Donc ici, on va prendre une pression de l'ordre de 200 bars à une température de 20 degrés, qui est la température de l'air. Comme la personne qui va respirer avec la bouteille de plongée ne peut pas respirer de l'air à 200 bars, on va mettre un détendeur entre la bouteille et la bouche du plongeur qui va faire descendre la pression de 200 à 1 bar. On va supposer que le détendeur qui permet de réaliser cette opération fonctionne sur le principe de la détente de Joule-Kelvin, c'est-à-dire qu'il va être isenthalpique. Dans vos polycopiés de cours, en annexe, vous trouverez sur la première annexe le diagramme pression-enthalpie de l'air. Et donc je vous pose deux questions. Premièrement, déterminer la température de l'air en sortie du détendeur, ainsi que le rapport des volumes massiques en entrée et en sortie, ce qui va permettre de déterminer quel va être le gain de mettre de l'air sous pression à l'intérieur de la bouteille. Puis vous avez une deuxième question qui vous dit qu'en réalité le gaz subit deux détentes dans deux détendeurs successifs pour éviter un abaissement trop important de la température, et on vous demande de reprendre la question précédente. Comme d'habitude, essayez de répondre à cette question tout seul, puis je vous donne la correction dans la suite de cette vidéo. Correction de la première application. Dans la question numéro 1, on nous donnait l'état initial du gaz qui est dans la bouteille, qui est sous une pression de 200 bars et une température de 20 degrés. Donc attention, je vous rappelle que la pression ici est graduée sur une échelle logarithmique. Donc là, on a 100 bars et les 200 bars vont être ici. 20 degrés Celsius correspond à l'isotherme en rouge qui est ici. Donc l'état initial du gaz est celui-là. Ensuite, on a une détente de Joule Kelvin qui abaisse la pression du gaz jusqu'à une pression de 1 bar. Comme l'axe des abscisses est l'axe d'enthalpie massique et que la détente se fait en enthalpie constante, on en déduit que la transformation va ressembler à quelque chose comme ça. Donc on a une enthalpie constante et on descend jusqu'à obtenir une pression de 1 bar. On obtient donc une température finale, une température de sortie,
qui sera à peu près égal à la température de cet isotherme, si j'arrondis un petit peu, c'est-à-dire moins 20 degrés Celsius. Donc on voit qu'ici, l'air va sortir très très froid sous l'effet de la détente, ce qui va pouvoir éventuellement poser des problèmes, notamment s'il y a un petit peu d'eau dans l'air, ça peut faire des cristaux de glace qui peuvent boucher le détendeur. On nous demandait également de calculer le rapport des volumes massiques en entrée et en sortie. Pour répondre à cette question, il faut relever le volume massique en sortie. Ici, il va être d'à peu près 0,7 m3 par kilogramme. Et le volume massique en entrée, qui va se lire ici. Alors là, vous voyez, on n'a pas la graduation correcte. Si on se base sur l'écart des différentes courbes qui sont ici, on devrait avoir quelque chose qui est de l'ordre de... Alors là, on a 8, 10, moins 3. On devrait avoir à peu près 5, 10, moins 3. Voilà. 5, 10, moins 3 mètres cubes par kilogramme. Ce qui nous fait un rapport, VS sur VE, qui va être de l'ordre de 140. Donc, en augmentant la pression du gaz à 200 bars, on a un volume 140 fois plus important que si on avait gardé un gaz à la pression de 1 bar. Dans la question numéro 2, on nous demande de reprendre exactement la même chose avec deux détentes successives. Une première détente jusqu'à une pression de 10 bars. On attend ensuite que la température remonte de manière isobare, puis on refait une deuxième détente. On va donc partir du même état initial et on va réaliser une détente isenthalpique, donc à enthalpie constante, jusqu'à la pression de 10 bars. Ce qui va nous amener à ce point-là. Donc on voit ici que la chute de température est assez importante. Puis de manière isobare, le fluide va se réchauffer jusqu'à la température de 20 degrés. Et on a une deuxième détente, de nouveau isenthalpique, jusqu'à la pression de 1 bar. Ce qu'on voit ici, c'est que la température finale de notre gaz, donc la température en sortie du deuxième détendeur, est maintenant d'une vingtaine de degrés. Et donc le problème de l'air trop froid au niveau de la bouche du plongeur est réglé. Au niveau des volumes massiques, on peut voir qu'on gagne également un petit peu parce que le volume massique au niveau de ce point est de 0,8 m3 par kilogramme. Et donc le rapport de VS sur VE sera un petit peu plus important que tout à l'heure.